Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le 29e Rendez-vous du Futur. La dernière fois était un petit peu spéciale, nous étions dans un format un petit peu différent avec Jérémy Rifkin. Et bien aujourd'hui, nous sommes également dans un autre format, nous sommes hors les murs, nous sommes dans un bureau assez particulier. Nous sommes très heureux d'être ici et très heureux d'être avec notre invité, Cédric Villani, et notre 29e Rendez-vous du Futur. Alors je vous rappelle juste et très rapidement la règle du jeu. Elle est très simple, installez-vous confortablement et puis passez un bon moment. Prenez votre portable éventuellement, tweetez hashtag RDVF, le hashtag RDVF pour faire rayonner ce que vous allez voir, pour faire entendre ce que vous allez écouter, et pour faire vivre à tout le monde, à toutes vos communautés, ce que vous allez passer comme bon moment. Je remercie l'Institut Poincaré, Henri Poincaré ici à Paris, de leur accueil, et je félicite chaleureusement la JD Carré pour leur faculté d'adaptation à tous les challenges et à tous les tournages. Charlie, c'est à toi pour le portrait. Mais qui est donc Cédric Villani? Alors, je me suis demandé si nous n'allions pas rencontrer aujourd'hui trois hommes en un, à la croisée de Hubert Reeves, Fabrice Lucchini et Jean Cocteau. Alors, Hubert Reeves pour le talent scientifique et la tête dans les étoiles, Fabrice Lucchini pour l'amour des mots, et Jean Cocteau pour l'originalité et l'art multidisciplinaire. Afin de préparer ce portrait, je connaissais déjà 2 ou 3 choses sur ce géant des mathématiques. Je savais qu'il avait obtenu, avec un de ses collaborateurs, la prestigieuse médaille Fields, une des plus grandes récompenses mondiales dans le domaine. Je savais qu'il représentait les mathématiques françaises à la tête de l'Institut Poincaré. Et puis en 2010, j'avais découvert son roman, Le théorème vivant, la face cachée de la recherche fondamentale. Du coup, j'ai appris des choses. Que dans la recherche, c'est du travail en équipe. On ne cherche pas seul. Deux, l'intensité au travail. On ne travaille pas que le jour et on se couche très tard. Et trois, la prise de risque. Et en effet, en fait, on ne cherche pas sans intuition, vraisemblablement. Mais en préparant ce portrait, j'ai découvert un homme qui sort des cercles de nos représentations et qui franchit les lignes de nos idées reçues. Alors Cédric Villani est passionné de mathématiques, il en parle admirablement bien, mais c'est aussi un homme passionné par le vol des chauves-souris, un poète capable d'animer une lecture avec la chanteuse Patti Smith à la Fondation Cartier, c'est un citoyen prêt à s'engager politiquement pour sa ville, c'est un homme qui, suite à une rencontre, se met à écrire une bande dessinée avec Baudouin, c'est un mélomane aussi qui est devenu président d'une association incroyable qui s'appelle Musaïque. C'est une association qui organise des concerts avec des artistes lyriques, des artistes en situation de handicap et de nouveaux instruments. C'est une approche qui intègre l'art, l'innovation technologique, la pédagogie, la thérapie par le geste musical et l'intégration sociale. Rien que ça. Donc aujourd'hui, nous ne rencontrons pas un homme qui serait la somme de plusieurs autres personnes, d'autant que mon niveau de mathématiques ne permettra pas d'aller plus loin, mais un homme un et unique, passionné et passionnant, qui se joue des lignes droites de nos immeubles et des courbes de nos routes pour nous emmener dans un monde en 4 dimensions. Alors s'agit-il du monde de demain? S'agit-il d'un monde des mathématiques qui nous dépassent ou des mathématiques qui nous servent? Question. J'ai beaucoup apprécié votre travail de sérieux et suivi et fouillé de reportages et d'investigations. Il est vrai que j'ai multiplié les casquettes et que la règle générale pour qu'un projet me plaise et que je m'y engage, c'est qu'il y ait à la fois le rencontre entre l'expertise du spécialiste et puis l'ambition de s'engager avec son cœur dans quelque chose de bien humain. Il y a une casquette que vous avez omise d'ailleurs, c'est ma casquette de militant européen fédéraliste. J'ai été engagé effectivement dans la dernière municipale pour la ville de Paris, mais je suis aussi engagé de manière générale pour l'Europe, pensant que autant pour l'avenir de la France que pour l'avenir des citoyens européens, l'intégration européenne est quelque chose de vital. Un peu en panne pour l'instant pour diverses raisons, mais fondamental si on se projette dans le futur, si on veut le faire de manière sereine dans un monde où les grandes puissances extérieures à l'Europe se manifestent de plus en plus fort.
Alors moi, normalement, je m'octroie le privilège de la première question. J'ai au moins ce privilège. Sauf que là, je suis très très embêté parce que Marianne, ici présente, m'a envoyé un SMS hier et m'a remis en tête un passage de votre livre Théorème vivant où vous listez quelques questions qu'on vous pose absolument tout le temps. Comment avez-vous reçu le goût des maths? Pourquoi les Français sont-ils si bons en maths? Est-ce que la médaille Fields a changé votre vie? Ben non, pas du tout. Quelle est votre motivation maintenant que vous avez eu la distinction suprême? Êtes-vous un génie? Quelle est la signification de votre araignée? Bon, on va essayer de absolument pas vous poser une de ces questions. Je commencerai par quoi comme question alors, à votre avis? Alors là, Ou quelle serait la question que vous aimeriez que je vous pose là maintenant? ah non, mais toutes les questions sont bonnes à prendre, hein. Pourriez me... Non, mais une question qui me remplirait d'aise en tant que directeur d'institut, c'est alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre institut? Ah ben, ça me fait penser à une question d'ailleurs. L'Institut Henri Poincaré. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'Institut? Ben, ça tombe bien, justement, il y a plein de choses en ce moment. On vient de célébrer les 20 ans de la renaissance de l'Institut Poincaré. Hein, et on l'a fêté en cérémonie et avec un beau livre dans lequel, voilà, on décrit la maison des mathématiques. Vue de l'intérieur, vue de l'extérieur, comment c'est un institut de recherche mathématique, non pas vu sous l'angle des recherches mathématiques qui s'y font, mais sous l'angle des attitudes, des émotions, des regards qu'ont les gens qui sont au travail dedans, qui parlent entre eux. Donc dans cet ouvrage, il y a des textes où j'aborde un peu toutes les facettes de l'affaire. Recherche mathématique, qu'est-ce que ça veut dire? L'institution et son histoire, mais aussi le job de directeur, mais aussi les employés, le personnel dévoué, mais aussi les chercheurs et leurs habitudes de recherche. Et quand vous feuilletez le livre, vous voyez que beaucoup de joie certainement, beaucoup de tension aussi, beaucoup d'émotions, entre le regard des chercheurs qui veulent transmettre quelque chose l'un à l'autre, des fois on sent énormément de tension. C'est pas une discussion de comptoir faite comme ça, comment ça va? Oui, j'ai un petit théorème là. Non, non, c'est vraiment, là c'est très important ce que je vais te dire, et on sent qu'ils y mettent tout leur cœur. Donc c'est un ouvrage qui va nous plonger dans les coulisses de la recherche, des mathématiques, un peu comme Théorème vivant d'ailleurs, nous avait plongé dans les coulisses d'une quête. Moi j'avais l'impression, après l'avoir lu, que j'avais lu un roman d'aventure. Oui, oui. C'est l'aventure de la mathématique. Ah oui, l'aventure de la mathématique. Donc effectivement, ça a été une grosse partie de mon travail de ces dernières années, de mon travail de communication, de mise en scène de l'aventure mathématique, en faisant ressortir tout ce qu'il y a dans la démarche qui est humain, artistique, social, émotif. Mathématique, c'est à la fois une science avec son côté technologique en particulier, mais aussi un art, mais aussi une activité sociale prise extrêmement à cœur par ceux qui la font. Donc il y a cet ouvrage Théorème vivant, il y a maintenant cet ouvrage La Maison des mathématiques autour de l'Institut Henri Poincaré, et il y a aussi, c'est un hasard du calendrier, qui sort en même temps le DVD du film d'Olivier Payon, Comment j'ai détesté les maths, dans lequel il y a un supplément qui est consacré aussi à un suivi, un reportage centré sur moi au moment de la médaille Fields à Hyderabad. Et mathématicien en voyage, c'est un aspect très important de notre métier, mathématicien à la rencontre des autres. Marianne. Oui, on sait que vous vous intéressez beaucoup à l'éducation, mais en tant que médaillé, est-ce que vous avez été sollicité par l'éducation nationale pour travailler sur les programmes de mathématiques, et quel que soit le cas, quelle serait votre ligne directrice pour réconcilier les Français avec la mathématique? Alors, il se trouve que j'ai été sollicité très récemment et que la nouvelle ministre Najat Vallaud-Belkacem a visiblement en tête de mettre mieux à profit l'école mathématique française dans ses activités de recherche et l'écosystème qui va avec pour aider à l'éducation nationale dans la discipline. Il y a cette volonté très très forte que j'ai pu sentir. Ma réaction d'abord, c'est que il ne faut pas surestimer l'importance d'un bon programme. Un bon programme, c'est important, mais en France, on a tendance à accorder trop d'importance à ce point. Moi, j'ai coutume de dire que ça vient seulement en 4e ou 5e position dans les facteurs qui font un bon système d'éducation. Premier élément, la qualité des enseignants. Si l'enseignant n'est pas au niveau, le programme aura beau être le meilleur du monde, vous n'aurez pas de bons résultats. Deuxième élément, la motivation des enseignants, ce qui est un peu différent. Vous pouvez avoir des enseignants très bien formés, mais s'ils sont pas motivés, s'ils sont pas bien traités, s'ils sont pas bien payés, s'ils sont pas bien considérés, s'ils sont pas bien évalués, s'ils sont pas bien reconnus, s'ils n'ont pas une bonne liberté de manœuvre, s'ils n'ont pas assez d'autonomie, s'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils savent faire, ça marchera pas non plus. Troisième aspect,
c'est tout bête, mais c'est important aussi, la simple durée. Par exemple, la durée consacrée à la discipline mathématique a été fortement réduite au cours des dernières décennies, y compris dans les filières scientifiques, et ça, c'est évidemment un facteur qui ne peut que poser problème. Et puis en quatrième et cinquième, peut-être à égalité, arrive la bonne tenue des établissements et puis les programmes. Quand je dis tenue des établissements, c'est le fait que la discipline soit respectée, c'est le fait qu'il y ait une bonne atmosphère de travail, c'est le respect des enseignants comme du proviseur. Et puis quand je dis les programmes, c'est le fait que le programme soit cohérent, qu'il soit adapté aux élèves, qu'il soit aussi en bonne adéquation avec les autres disciplines, et puis qu'il travaille sur les deux ressorts fondamentaux d'une éducation mathématique. Premièrement, l'acquisition de réflexes, de techniques qui permettent de résoudre des problèmes, et deuxièmement, le raisonnement. Travailler sur le raisonnement. Mathématiques, c'est une discipline dans laquelle, si vous ne devenez pas mathématicien plus tard, ou scientifique, ou ingénieur, vous pouvez tout oublier. Tout oublier, mais il faut qu'il en reste juste l'entraînement d'avoir travaillé dur sur un problème qui demande votre raisonnement rigoureux, qui demande que vous vous décarcassiez, que vous creusiez les méninges. Cet entraînement, il est précieux parce que c'est vraiment la spécificité du cours de mathématiques. Dans le film, justement, Pourquoi j'ai détesté les maths, on voit des ateliers de mathématiques ludiques et réflexives qui reconnectent comme ça les mathématiques au réel. Pour vous, donc, est-ce que ça, ce sera une démarche importante qui aiderait les étudiants à adhérer aux mathématiques et puis à s'engager professionnellement dedans, puisqu'on sait que mathématicien, ça reste depuis des années le meilleur métier dans les classements, donc stimulant, épanouissant, passionnant, rémunérateur. Est-ce que ça pourrait aider ou finalement c'est pas si important? C'est vrai que c'est pas dans votre liste là d'éléments, et c'est ce qui explique peut-être d'ailleurs que les Français, malgré leur enseignement, restent les premiers à l'heure actuelle. L'élément ludique est important aussi. L'élément ludique est important aussi à condition qu'il n'y ait pas de contresens. Un cours de maths, c'est pas un jeu. Rien n'empêche cependant d'amorcer les choses, d'attraper l'attention avec un jeu, d'utiliser des jeux pour alimenter, pour enrichir les exposés, pour enrichir les cours. Il y a des profs de maths qui sont très habiles à ça. Et il est important aussi de comprendre que mathématiques françaises, l'enseignement de mathématiques françaises s'est construit sur une tradition très solide, très abstraite, avec des excès qui ont été clairs dans les années 70, au moment de la mise en place de la réforme dite mathématiques modernes, 60-70. Et puis, ça s'est suivi d'une réaction qui, justement, a visé et vise depuis longtemps à remettre en place l'interaction avec l'élève, la démarche concrète. Mon avis personnel, partagé par beaucoup de mes collègues, c'est qu'on est allé déjà trop loin dans cette démarche de retour vers le concret, à un point qu'on en perd les repères. C'est très dur d'aller contre sa culture, on va dire. Ça doit se faire avec modération. Après, il y a un équilibre à trouver, et plus important certainement, c'est qu'on apprenne à l'enseignant à trouver soi-même les techniques qui vont lui permettre de captiver l'attention et de construire son cours. Captiver l'attention des élèves, c'était un défi il y a 20 ans, c'est encore plus un défi maintenant parce que l'évolution des moyens de communication modernes a entraîné des difficultés croissantes très sensibles pour arriver à capturer, à choper la concentration des jeunes maintenant. Cyrielle ? Oui, vous avez mentionné Madame le ministre de l'Éducation nationale, et justement en termes de politique, comment peut-on aider les politiques à s'emparer du thème de la recherche, notamment? Je pense qu'en premier lieu, ils sont à la recherche d'informations fiables, d'informations désintéressées, d'informations au service de l'intérêt public. Le problème du politique, c'est qu'il y a tout le monde qui lui parle, tout le monde qui lui donne son avis, des groupes de pression de tous les côtés, et le premier rôle que peut avoir un chercheur, c'est de lui parler de manière désintéressée la plupart du temps, parce que l'essentiel de la recherche est faite pour ce qui, on va dire, la recherche la plus qui rafle les médailles, les prix, ceux qui sont très écoutés, très grosse majorité, ils travaillent dans le secteur public, avec des salaires qui sont fixés.
sans guère d'intérêt pour leur propre carrière, qui sont reconnus par le milieu universitaire, et donc leur fournir une information désintéressée sur les besoins des scientifiques, sur l'importance des sciences dans le débouché, dans l'industrie, dans l'économie. Ça, c'est un premier rôle important. Ensuite, il peut y avoir un rôle de conseil de pilotage stratégique à manier avec précaution, parce que c'est des qualités différentes, hein, être chercheur et puis mettre en place un programme de redressement ou un programme d'action. On le voit d'ailleurs, je siège au conseil stratégique de la recherche et je vois combien c'est dur, d'abord pour les scientifiques différents de définir des priorités, d'arbitrer, et puis de mettre en place ce genre de document qui relève beaucoup plus d'une recherche, d'une démarche opérationnelle, synthétique de grande ampleur, qui n'est pas forcément la démarche du chercheur. Le chercheur, il est là pour agir à son niveau, avec ses outils, il doit laisser du temps au temps, il doit saisir les opportunités quand elles se présentent, il doit être curieux de tout. C'est par certains côtés antagoniste avec ce travail de haut niveau ministériel où on doit sans arrêt prioriser, parer à ce qui va être le plus important et ainsi de suite. Donc conseiller en donnant des bonnes informations, faire remonter les malaises, les ressentis. Souvent, l'impression qu'on a sur le terrain est très différente des chiffres qui peuvent être là dans le ministère. Il est important qu'un ministre puisse agir en connaissance de cause en sachant les statistiques et le ressenti, et savoir si au niveau de l'action, il faut agir de manière opérationnelle ou de manière financière ou dans le discours. Très important pour un ministre, le discours. Et puis, en tant que, pour les gens qui sont dans mon genre de position, on a l'intérêt qu'on peut centraliser beaucoup d'informations. Évidemment que je suis en liaison permanente avec les acteurs de l'enseignement, je fais des exposés dans les classes très régulièrement, je suis à l'écoute des enseignants, j'interviens devant eux aussi. Donc on peut jouer comme ça un rôle de collecte d'informations qui peut être précieux pour un ministrant. Oui, moi ça m'a fait penser à une rencontre, un rendez-vous du futur qu'on avait eu avec André Braic. Extraordinaire ce gars-là en termes de communication de passion, extraordinaire. Ah ben il nous disait justement à la fin que lui, son challenge dans la vie, il n'avait pas encore atteint, c'est d'arriver à expliquer le système solaire à un garçon de 9 ans, je crois. Et c'était la quête de sa vie. Et du coup, il a une passion de la transmission. De la transmission, absolument. Et il nous disait effectivement, il s'interrogeait lui-même en permanence sur cette bizarrerie que vous avez, vous, chercheurs, d'être toujours pris entre l'instantané, le monde qui vous entoure, qui est de plus en plus rapide, et la nécessité de prendre du recul aussi, le temps long, en gros. Et cette nécessité que vous avez de toujours publier de plus en plus pour émerger, pour vous faire connaître. Et vous faites comment ? André Braic a raison de nous parler de cet antagonisme entre les échelles de temps. Il y a les informations des chercheurs, les emails que vous recevez, les annonces de nouvelles découvertes sans arrêt, les publications. Le rythme de publication, c'est quelque chose de dingue. Et en même temps, on a besoin de ce temps de la réflexion, de ce temps de la concentration, de méditer, de prendre du recul, sinon on n'arrive à rien faire qui soit original. Je pense que dans mon ouvrage Théorème vivant, on voit bien ce conflit. D'une part, il y a une nécessité d'aller très vite pour répondre aux demandes de séminaires, on a des informations qui viennent de allure, mais en même temps, il y a énormément de concentration, d'essais, d'essais à nouveau, et c'est un travail, la recherche, qui se construit dans la durée. Alors, pas beaucoup de chercheurs ressentent ce conflit sur les échelles de temps, autant que moi j'ai pu le ressentir avec mes différentes casquettes, parce que quand vous êtes directeur, vous vous rendez compte que là, c'est encore plus le temps rapide. Vous avez des décisions, des conflits arbitrés des fois, c'est dans la journée qu'il faut prendre une décision. Et puis quand vous mettez à faire de la représentation médiatique, là ça peut aller encore plus vite. Des fois il vous faut répondre tout de suite. Vous avez une tribune à corriger, vous avez un direct à passer. D'une part, il vous faut être capable de réagir en quelques heures, voire en quelques dizaines de minutes. Et d'autre part, il faut être capable de vous adapter à des formats qui sont extrêmement courts. Il y a quelque temps, je faisais une émission télé dans les conditions du direct, dans laquelle, sur toute une émission relativement longue, je savais, et on avait calé avec en préparation, qu'il y aurait 1 minute sérieuse pour parler de ce que c'est la mathématique. 1 minute.
ça se prépare et tout ça, mais alors on s'adapte toujours, on y arrive toujours, en 1 minute, en 5, en 10, en 15, en 30, en 1 heure. Il faut adapter son discours à la longueur de l'émission. Mais c'est un vrai entraînement, et c'est complètement contraire à tous nos réflexes de chercheurs. On développe les points longuement, où on passe 1 heure pour une communication, en expliquant bien qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire, comment ça s'inscrit dans tel ou tel courant, et on fait un nombre de remarques. J'écris toujours énormément de remarques dans mes articles. Ça rappelle ceci, attention à cela, si on fait le calcul différemment, on a ceci, pour vraiment pouvoir faire tout le tour de l'objet. Et évidemment, quand vous êtes dans la communication, il vous faut aller à l'essentiel, simplifier, parfois mentir, pour la bonne cause. C'est une des difficultés, effectivement, quand on a une émission. Et là, nous en avons. Mais est-ce que vous avez encore le temps d'aller au concert, de lire des mangas, de vous passionner pour la vie, parce que vous êtes un vrai passionné de la vie? Ouais, pour ça on trouve toujours le temps. Ce qui dans mes dernières années, ce dont j'ai le plus souffert en termes de manque de temps, c'est les questions de concentration de la recherche et puis pas pouvoir travailler sur quelques projets de livres. C'est peut-être en tant que chercheur mon activité préférée, écrire des ouvrages de synthèse. Et ça demande énormément d'engagement en termes de concentration. Je l'ai vu quand je travaillais sur mon livre Optimal Transport, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans le flow, dans le tumulte. Les mangas, c'est une des choses qui font que ça a un tel succès. En revanche, pas de souci, ça, vous arrivez toujours à trouver 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, pour avancer votre manga. Hier, j'étais chez Gallimard Jeunesse pour un projet de bande dessinée sur lequel je travaillais avec Edmond Baudouin, le projet qui était mentionné tout à l'heure dans le portrait. Ils m'ont passé une série que je connaissais pas en 4 tomes, dans le RER, en marchant sur le chemin de ma maison et tout ça. J'ai trouvé le moment pour lire, rien que sur la soirée, 2 tomes et demi sur les 4. On trouve toujours le moment pour ce genre de choses. Mais la recherche, c'est différent. Marianne, pardon. Vas-y. Oui, dans Théorème vivant, justement, ça décrit vraiment la naissance d'une idée, le chaudron bouillonnant du processus créatif, l'exaltation, l'abattement, l'imposture, les illuminations, Et Vous voulez pas faire quelques séances de communication, parce que là, vous en parlez encore mieux que moi. Ah ben voilà, c'est gentil. Et donc justement, vous mettez en lumière plusieurs ingrédients du processus créatif, enfin 7 en tout, et notamment un que vous dites véritablement en danger dans les pays industrialisés. Le plus en danger pour vous, c'est la motivation. Donc je voulais savoir quelles pistes vous imaginiez pour y remédier, et ou plus personnellement, vous, comment vous faisiez face à vos propres crises de démotivation, justement, quand vous êtes tiraillé entre ce temps long, ce temps court? D'abord, oui, je confirme, la motivation, c'est l'élément le plus important et aussi le plus insaisissable. Ça ne part pas d'une démarche rationnelle, la motivation. En particulier, il y a cette volonté d'affronter certaines frustrations, une certaine souffrance qu'on a quand on est chercheur, qui ne vient pas d'une démarche rationnelle, qui vient de la fierté de pouvoir réussir à affronter le dragon de l'inconnu, triompher des dangers. Et c'est effectivement le problème qui fait le plus défaut dans tous les pays développés. Il y a une tendance petit à petit à ce que les plus motivés des jeunes se tournent un peu systématiquement vers des métiers dans lesquels la réussite est plus sûre, dans lesquels vous avez une bonne position sociale, avec moins d'aventures, mais plus de garanties. Et c'est un danger grave. Le progrès dépend de tous ceux qui sont prêts à se mettre en danger, à changer les choses, à bouleverser le point de vue et à bouleverser les lignes. Et il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il y a des motivations telles qu'elles peuvent venir d'une démarche personnelle, d'une démarche familiale ou d'une démarche culturelle. À titre personnel, vous pouvez être fasciné par le côté aventurier. Les éléments familiaux, ça pourrait être le modèle qu'on vous donne à la famille, ça pourrait être la façon dont le métier est perçu, ça pourrait être savoir si il faut ou pas se battre avec son cerveau pour grimper socialement.
traditionnellement, et depuis très longtemps, l'immigration joue un rôle phénoménal dans le développement scientifique, parce que souvent vous avez des populations instruites, cultivées, qui arrivent sans position sociale et qui, pour réussir, vont devoir travailler, plancher dur, et puis vont en même temps arriver avec leur rêve de réussite sociale va se combiner avec le rêve de combattre l'inconnu dans leur domaine de recherche. Et il y a aussi au niveau de toute la communauté la façon dont le métier est considéré socialement, dont il est perçu, dont il est valorisé. Ici, là, c'est un exemple d'une émission qui est consacrée à ce genre de métier et de long format. C'est pas si fréquent, même si tout le monde s'accorde à reconnaître le besoin de telles émissions. Il y a des questions de représentation médiatique. Il y a des questions aussi toutes bêtes, de conditions matérielles. Quel est le salaire? Quel est le pouvoir d'achat? On sait qu'un mathématicien français qui s'exile de l'autre côté de l'Atlantique voit son salaire multiplié par 2 ou par 3. C'est dans des conditions comme ça peut être difficile de résister à la tentation. En pratique, la fuite des cerveaux pourtant est beaucoup moins forte qu'on se plaît à le dire, en particulier parce que les Européens et tout particulièrement les Français sont très attachés à leur cadre de vie. Mais cette idée de reconnaissance salariale, elle est importante aussi. Tous ces ensembles, ça fait partie d'un système et c'est important aussi, je crois, qu'il y ait des gens qui puissent témoigner au nom du système, qui puissent s'exprimer comme je le fais sur ce que ça représente. Oui, c'est dur. Oui, c'est des longues études. Oui, c'est l'angoisse de ne pas savoir si on va réussir à publier, si on va réussir à trouver. Oui, c'est des années à travailler à la recherche de la poursuite de ces idéaux, mais aussi c'est beaucoup de voyages, des expériences très enrichissantes, une vraie compétence qui fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous employer. Mathématicien, ça sert partout et dans tous les pays. C'est pas une formation qui vous précarise, c'est quelque chose qui vous garantit que vous allez ensuite pouvoir trouver un moyen de vous épanouir. Oui, c'est aussi une façon de développer votre esprit critique, votre intelligence, votre adaptabilité. Et on en connaît des mathématiciens qui à un moment décident, ok, j'ai fait mon temps en tant que chercheur mathématicien, maintenant je vais créer ma boîte, et puis en avant. Et on en connaît qui se débrouillent très bien. Et puis, c'est le plaisir de participer réellement à une aventure de progrès au service de l'intérêt collectif, pas seulement au service de l'intérêt de sa famille ou de sa nation, mais l'ensemble de l'humanité. Ça peut être de près, quand vous travaillez sur les communications, quand vous travaillez sur l'informatique, ça peut être de loin, quand vous travaillez sur un sujet théorique qui va être en résonance avec tel autre sujet, qui va finalement aboutir à l'autre extrémité de la chaîne, à de nouveaux produits technologiques. Chercheurs, vous êtes de première loge pour voir en avant-première à quoi ressemblera le monde de demain. Je vous propose un petit jeu, j'allais dire une interruption publicitaire, mais quasi. C'est un petit jeu, c'est le jeu de la résonance, et notre parrain, Joël de Ronet, a une question pour vous, donc nous allons la regarder, et évidemment, il va falloir y répondre. Ouais, on écoute Joël. Cher Cédric, bravo pour cette magnifique collection du monde des mathématiques dans lequel je me plonge avec bonheur. J'ai une question pour vous qui relève d'un des livres de la collection. Est-ce que le nombre d'or est toujours d'actualité, si j'ose dire? Bien sûr, les architectes, bien sûr, les Grecs, les musiciens l'ont utilisé, y compris des personnalités très remarquables dans toute l'histoire de la création, à la fois artistique, musicale et littéraire. Mais comment se fait-il que ce nombre d'or soit tellement engrammé, intégré dans la structure même du vivant? C'est une question absolument passionnante à laquelle je pense que même ni Léonard de Vinci ni Fibonacci n'ont répondu. Comment se fait-il que ce nombre d'or correspond-il tellement bien au visage humain, au rapport des relations dans les membres, au rapport de certains monuments et de la croissance de certaines plantes? Donc, est-il toujours d'actualité le nombre d'or plus que jamais? Et comment sur le plan biologique, structurel et même chimique, il s'inscrit aussi bien à l'intérieur de la structure du vivant?
Alors professeur, après cette question challenging de notre parrain Joël de Ronet. Question de Joël de Ronet, oui. Le nombre d'or, on peut dire que, d'une part, en tant que concept mathématique, en tant que concept esthétique, il est éternel. Il est là pour toujours. Et en même temps, on peut dire que son influence et l'attrait qu'on lui accorde a diminué récemment. D'une part parce que on est dans une ère de représentation mathématique qui permet d'aller dans des degrés de subtilité et de complexité phénoménale et qu'on s'y affranchit d'une certaine manière. Par exemple, sur le plan architectural, de toutes les notions de régularité, de proportion simple qui avaient été si importantes à une époque. Hein. Ce matin, j'étais à la Fondation Louis Vuitton qui vient d'être inaugurée. Vous regardez ce bâtiment magnifique, vous voyez qu'il n'y a pas une régularité à laquelle l'œil puisse se raccrocher. Pourtant, c'est un bâtiment qui évoque un sentiment très fort. On le voit, ça évoque beaucoup de choses, mais c'est un bâtiment extrêmement mathématique au sens où il a fallu, pour le concevoir, des logiciels de conception assistés par ordinateur modernes, performants, reposant sur quantité d'algorithmes et de recettes mathématiques. Mais c'est un bâtiment qui a toute une gamme, toute une richesse de structures, de proportions, et qui ne s'arrête pas à cette unité telle qu'on pouvait la pratiquer à une époque dans l'art en cherchant à faire apparaître le nombre d'or autant que possible. Ceci, c'est mon premier commentaire. Mon second commentaire, en réponse à la deuxième partie de la question de Joël de Ronet, c'est que une des raisons importantes du nombre d'or, elle est sous-jacente, même s'il est difficile de mettre le doigt dessus exactement, à la raison pour laquelle on le retrouve dans la suite de Fibonacci. L'idée d'un processus qui s'auto-régénère, un processus qui se renouvelle, un processus de croissance. La suite de Fibonacci, vous commencez par 1, 1, et puis vous ajoutez les deux derniers nombres à chaque fois pour avoir celui qui vient ensuite. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 8 plus 5, 13, et ainsi de suite. Et quand on regarde le rapport entre deux des nombres consécutifs de cette suite de Fibonacci, on trouve que la limite, c'est le nombre d'or. Et on voit, de la façon dont j'ai construit la suite, vous voyez bien qu'il y a l'idée de quelque chose qui s'engendre soi-même, qui croît, un peu comme une spirale qui continuerait tout en étant semblable à elle-même. Toute l'histoire du nombre d'or, c'est quelque chose comme ça, c'est la façon de faire grandir une forme, tout en restant dans la classe des rectangles, de façon qu'à chaque instant, on reprenne, on ait la même forme que ce qu'il y avait au préalable, on continue à s'auto-engendrer. Bon, et quelque part, je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes sortes de processus biologiques, parce qu'il y a une notion de croissance. Il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'un exposé, ça m'avait marqué parce que j'entrais tout juste à l'école normale supérieure, et on avait cet exposé d'un chercheur qui travaillait sur l'apparition spontanée dans des structures de croissance, dans des structures vivantes. S'il y a des processus physiques de la croissance, l'apparition spontanée de cette suite de Fibonacci, qu'on sait qu'on la retrouve par exemple dans le nombre de stries d'une pomme de pin. Et derrière, il y a des raisons profondes liées au mécanisme de croissance. C'est pas du tout que ce soit inscrit dans le code génétique de la pomme de pin. C'est qu'il y a cette notion d'auto-croissance. Cyrielle, oui. j'avais une question. J'ai une question qui m'intéresse particulièrement parce que je est un peu dans l'innovation. Et en termes d'éducation, d'enseignement supérieur, il y a un mot qui revient, qui est très à la mode, qui sont les MOOC. Alors je voulais savoir votre avis sur les MOOC et ce que cela peut changer en termes de transmission et en termes de recherche aussi pour l'avenir. Oui, effectivement, les MOOC en termes de transmission sont le mot à la mode dans l'enseignement supérieur. De manière générale, c'est l'un des défis des enseignants aujourd'hui, arriver à bien intégrer la dimension digitale dans leur enseignement. C'est à la fois quelque chose qui peut être vu comme effrayant et quelque chose qui peut être vu comme très motivant. Et il y a un vrai travail exploratoire. Nouvelles possibilités en termes de jeu, nouvelles possibilités en termes d'apprentissage, en termes de rythme scolaire, en termes de contraintes liées à la présence des enseignants, des élèves, des enfants et tout ça. C'est dans le domaine de l'enseignement supérieur que
cette idée de cours en ligne s'est manifestée en premier, il n'est pas clair que ce soit le principal domaine d'application, et il est probable que dans l'avenir, on trouvera cette notion de cours digital plus dans l'éducation au niveau du lycée ou du collège, et certainement dans les entreprises, pour des questions de formation professionnelle. Et c'est assez symptomatique que Adrian Tourne, qui était Sébastien Tourne, j'ai oublié, en tout cas le fondateur de cette notion de MOOC, après avoir lancé sa boîte avec l'objectif affiché de permettre aux universités les plus performantes d'envahir l'ensemble du système, de rayonner ainsi, a fini par déclarer qu'il n'y avait pas de business model qui tienne la route pour une entreprise faisant des MOOC au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis il s'est retourné vers d'autres horizons, en particulier la formation professionnelle dans les entreprises me semble une piste extrêmement prometteuse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le MOOC? D'abord, je suis en train de travailler sur un MOOC, même sur un projet de 3 MOOC. On les appelle des flots en français parfois, formation libre ouverte à tous. Des MOOC qui seront destinés à des élèves de licence et maîtrise, et j'en aurai une série de 3 difficultés croissantes, chacun d'une dizaine d'heures. Le processus est délicat et c'est un des enjeux de cette notion de MOOC que pour se démocratiser, il faut qu'on arrive à faire avec, je crois, les moyens du bord. J'ai résolu en particulier que ce MOOC, on n'allait pas l'enregistrer dans un studio, mais je ferai les prises de vue moi-même dans mon bureau. Alors ça demande une certaine gymnastique, un certain entraînement, mais à terme il faut que ce soit simple. Si votre cours il demande pour n'importe quelle leçon la mise en charge physique, la mise en relation de plein d'individus, ça va être trop compliqué, ça ne pourra pas être un modèle qui tienne la route. Alors, il n'empêche qu'on ait une équipe d'une dizaine à travailler sur ce MOOC, et c'est un projet franco-sénégalais, puisque je le fais en collaboration avec mon collègue Diaraf Seck de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Et on voit ici l'un des intérêts du MOOC. Moi, je tourne à Paris, lui il tourne à Dakar. On fait le mixage ici, à Paris, avec une équipe d'ingénieurs pédagogiques basée à Lyon. Évidemment que c'est impossible avec des moyens traditionnels d'avoir comme ça un mixage d'acteurs si différents et géographiquement éloignés. Donc ça, c'est un des gros intérêts de la chose. Alors, le MOOC demande beaucoup de travail de mise en forme parce que c'est pas quelque chose qui passe facilement. Un professeur qui est doué pédagogiquement arrive à maintenir sa classe en haleine pendant 1 heure, voire 2, condition que les élèves soient bien en condition. La consigne pour un MOOC, c'est pas de séquence de plus de 15 minutes. On découpe les contenus en tranches parce que simplement c'est dur de se concentrer face à un écran. Ça doit être ancré dans la biologie quelque part. On est fait pour maintenir une conversation entre nous, d'être humain à être humain. On n'est pas fait pour maintenir une conversation face à un écran. Et puis, il y a ce problème majeur qui est que l'enseignant se base énormément, consciemment ou inconsciemment, sur le retour, le feedback des élèves pour adapter son rythme, son vocabulaire, pour changer en cours de route le déroulé qu'il avait en tête. Et ça, c'est impossible avec les MOOC. Donc, il vous faut bien en amont préparer, beaucoup plus structuré. Ça a comme intérêt que ça amène à faire un gros travail préparatoire de réflexion sur le plan du cours en particulier. Et c'est un travail qui peut se faire de manière collective aussi. Voilà. Alors après, est-ce que ça va être efficace au niveau de l'enseignement supérieur? Certainement que ça va rester. Certainement que ça va pas remplacer les cours classiques. Certainement que ça restera limité à un petit nombre de cours sur l'ensemble des cours d'université. Ça, c'est mon pronostic. Certainement que c'est appelé à surtout s'intégrer dans des processus pédagogiques en présentiel. Alors certains parlent de SPOC pour les cours assistés par, je sais plus pour SCP, je sais plus quelles sont les initiales, pour les cours assistés par la transmission digitale. Certains parlent de pédagogie inversée, de manière très intéressante, pour cette idée qui consiste à
utiliser l'espace digital pour faire les cours avec un cœur ramassé et synthétique, et l'espace présentiel pour faire les travaux dirigés, les exercices. Pourquoi pédagogie inversée? Parce que au lieu de faire le cours en classe et les devoirs à la maison, vous apprenez le cours à la maison sur votre vidéo et vous faites les exercices, les devoirs en classe avec le soutien de l'enseignant. Ça, c'est très intéressant et je pense que c'est cette idée générale de pédagogie inversée, ça va rester. Après cette pédagogie, cette idée de pédagogie inversée, je vous propose un deuxième petit jeu. Cette fois-ci, c'est le petit jeu des images. Et une image appelant une réaction, soit en une phrase, soit en un mot. Hein, voilà, très immédiat. Alors donc première image, on voit ce qu'on peut appeler des mentors, Mes maîtres. des maîtres. Mes maîtres. Mon directeur de thèse, Pierre-Louis Lyons, dans le coin supérieur droit. Ouais, oui, ce qui était très important dans son enseignement, c'était qu'il écoutait toujours ce que je lui disais et il était jamais trop directif. Beaucoup de liberté. Alors, l'avantage d'avoir un maître qui vous laisse beaucoup de liberté, c'est que vous allez aussi chercher d'autres maîtres pour compléter la formation. Et donc, Yann Brenier, qui était à Paris à l'époque, à l'École normale supérieure, Éric Carlen de Georgia Tech et Michel Ledoux, probabiliste toulousain, Université Paul Sabatier, ont aussi joué un rôle fondamental dans ma formation. On reconnaît bien leur style très différent dans mon style mathématique à moi. Cette notion de style mathématique, elle est capitale chez les mathématiciens. Les outils, la façon de voir les problèmes, sur quels problèmes travailler aussi. Et là, on a 4 styles différents et quelque part, on retrouve en empreinte dans mon propre style. Alors, c'est pas juste la concaténation des 4, bien sûr. Il y a aussi des éléments personnels, mais ces 4-là, ils ont eu une influence considérable sur moi. Alors il y a quelques éléments personnels effectivement, comme à nous le suggérer l'image, les deux images suivantes, Ouais. voire même l'image 4 d'ailleurs. Voilà. Oui. Là, c'est vraiment votre univers. Donc évidemment l'histoire des 3 Adolphes, mais donc c'est une histoire que moi je crois tout comme vous j'adore et je recommande chaudement la lecture. Mais ça illustre juste tout cet univers de manga. Le Marsupilami, ça illustre tout l'univers de la BD franco-belge et la BD au sens vraiment très large. Et la dernière image là, c'est du ping-pong. parce que Cédric Villani est un fan de ping-pong aussi. Oui, alors ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles j'ai dû renoncer un jour, mais dans le temps, je faisais de la compétition en ping-pong, en tennis de table, oui. C'était chouette, c'était bien, le ping-pong, c'est un bon sport de coordination, de stratégie, de style, de discipline, de réflexe, tout ce que vous voulez, c'est riche, il y a toute cette typologie des effets, le plaisir de constituer sa raquette, choisir le choix du bois, le choix des revêtements, ça change tout. Et puis c'était une activité sociale aussi, le fait de jouer en club, les rencontres, les compétitions, les déplacements, tout ça quand j'étais gamin. Et le mathématicien, on l'attend plus aux échecs. On l'attend pas forcément au ping-pong. J'aimais beaucoup les échecs aussi, mais le ping-pong, c'est assez bien représenté chez les mathématiciens. Je connais plusieurs exemples, y compris un chercheur d'origine suédoise qui a joué dans l'équipe internationale de Suède au ping-pong. Et les sports favoris des mathématiciens, en ping-pong est un bon exemple. Jean-Pierre Serre est un joueur de ping-pong aussi, et aussi un grand amateur de montagne, comme beaucoup de nos collègues mathématiciens. La bande dessinée, ouais, ça c'est un de mes grands amours, aussi bien la franco-belge que l'asiatique, ou que la littérature américaine, que les comics. Ce sont des styles très différents, mais tous ils ont changé les choses. Il y a un univers esthétique, un univers culturel très très important pour moi. Et vous avez en matière de BD une dernière lecture ou un coup de cœur qui vous a accroché particulièrement? Écoutez, là, hier j'étais plongé dans Ahama d'un dessinateur auteur-dessinateur qui s'appelle Peters. J'ai été assez épaté, alors j'ai pas terminé, mais j'ai été assez épaté par la façon dont le scénario est mené. J'y ai repéré beaucoup de références culturelles, pêle-mêle quelques allusions à l'univers de Tardi, mais aussi une référence littéraire qui me semble claire à Solaris, ce roman de science-fiction assez légendaire des années 70 peut-être, 60, 70.
Et puis beaucoup de choses aussi, des références à l'univers de Möbius, je pense. C'est une bande dessinée dans laquelle on parle de la science-fiction, on parle de technologie, on parle de réflexion futuriste, mais aussi des problèmes de la connectique, mais aussi toute la question de l'ingénierie génétique, telle qu'on est en train de la voir, la question de l'humain augmenté, telle qu'elle commence à se poser avec des questions déontologiques, des questions culturelles, des questions liées aux habitudes. C'est quelque chose qui interroge aussi sur le sens de l'évolution, sur la possibilité ou impossibilité de contrôler les écosystèmes, sur l'écologie. Donc on retrouve énormément de problèmes très contemporains qui sont assemblés ensemble de manière assez virtuose dans ce scénario. Et là, en disant tout ça, vous venez de montrer que la bande dessinée, c'est au-delà, ça va largement au-delà de la caricature. La bande dessinée, c'est au-delà, et c'est une forme qui convient bien aux gens pressés parce que à la fois c'est riche et vous pouvez assimiler tout ça de manière très rapide. Évidemment, en bande dessinée, vous avez à la fois la lecture et les images, le visuel, et donc en termes de communication, ça va droit au but, droit au cœur. En ce moment, je travaille avec Edmond Baudouin sur ce projet de bande dessinée, et à la fois le texte et les images, on arrive à faire passer beaucoup de choses, suggérer dans la façon dont les dessins sont organisés, dans la mise en scène. Les mangaka japonais ont été les premiers à s'affranchir complètement du découpage régulier en cases, avec des cases tordues, des choses qui sortent du cadre, des images pleines pages suivies de petits dessins construits avec l'idée de contrôler le rythme, de faire ça de manière cinématographique. Maintenant, un peu tout le monde le fait. Et on voit qu'il y a une liberté de ton et d'expression qui permet aux dessinateurs les plus créatifs d'exprimer vraiment beaucoup de choses. Je m'aperçois que le petit jeu de la phrase courte pour une image, on s'est planté. On s'est planté. Il y a une autre image juste après, donc c'est l'image évidemment de la fameuse médaille Fields. Donc sans vous poser la question qu'est-ce que ça a changé pour vous, mais si vous deviez résumer en un mot un porte-voix. Médaille Fields, c'est un porte-voix, ça fait une caisse de résonance qui fait que vous pouvez d'un coup vous adresser au monde entier, pas seulement à la communauté mathématique. C'est une sorte de passeport qui vous donne le ticket pour parler aux politiques, pour parler aux industriels, pour parler aux artistes, pour parler à tous ceux qui ont envie qu'on leur parle de sciences, de technologie, de mathématiques. S'élever au-dessus de soi-même et conquérir le monde, ce qui est écrit sur la médaille du côté du profil d'Archimède, ça correspond bien, ça résume bien votre énergie. Écoutez, il y a de ça, et effectivement, en tout cas, la médaille Fields vous donne les moyens de conquérir quelque part le monde de la communication. Et s'élever aussi dans un certain panthéon d'ailleurs, puisque vous n'êtes que 56 à en avoir une. Dont un bon 5e de chercheurs français. Alors il y a une image suivante, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est cet ouvrage, La Maison des Mathématiques. Donc on le voit depuis tout à l'heure, la transmission de connaissances, la volonté de montrer que les mathématiques c'est autre chose que nos vieux souvenirs qui sont parfois un petit peu rapides ou bâclés sur les mathématiques. Cet ouvrage-là, il vous tient particulièrement à cœur. Ouais, d'abord c'est 3 ans de travail, et puis c'est un vrai reportage qui va chercher dans les tripes des mathématiciens, si l'on veut, tout ce qu'ils ont entre eux, tout ce qu'ils ont à communiquer, tout ce qu'ils ont à montrer en tant que des gens qui s'impliquent corps et âme dans leur affaire, et puis avec une vraie compétence acquise. Il n'y a rien à connaître en mathématiques pour apprécier l'ouvrage, et le photographe lui-même n'y connaissait rien. Il a passé de longues heures à traîner partout ici pour capturer les instants, les étincelles, les équations, les émotions des chercheurs et des personnels qui font vivre aussi cet institut de recherche. Toute dernière image, là on est plongé dans les mathématiques, et Cyrielle avait une question-réaction sur cette image. Oui, dans Théorème vivant, il y a un mot qui revient souvent quand vous parlez de découverte mathématique, c'est monstrueux. Donc moi aussi je trouve ça monstrueux, mais peut-être pas dans le même sens.
Et en fait, on se rend compte que tout est mathématique, la cuisine, l'informatique, enfin tout, la musique. Et donc, je me demandais, est-ce qu'on n'est pas à l'ère de l'homo mathematicus? Un peu. En préliminaire, je vais vous dire que votre l'équation qui est au tableau, là, elle n'est pas monstrueuse du tout. Elle a beau être grosse, c'est à la portée d'un, en tout cas, ce genre de choses, ce genre d'équation du premier degré, c'est quelque chose que font les collégiens. Il faut pas se faire avoir par Il les faut longues pas se faire lignes. avoir. En revanche, je peux vous montrer des équations d'une seule ligne, voire de quelques lettres, qui vont me plonger dans le désarroi et me faire me tenir la tête entre les mains, tellement ça fera mal de réfléchir à toutes ces implications. Il faut pas se laisser avoir par ce qui semble monstrueux. Il faut un certain entraînement pour savoir où se situe la monstruosité, si je puis dire. Alors, Homo mathematicus, yes. Nous sommes dans un monde qui est plus mathématique que ce que ça a jamais été, pour une raison simple, c'est que la montée technologique de l'informatique a permis de cuisiner la mathématique à toutes les sauces, littéralement. Aussi bien dans l'industrie que dans tous les problèmes de prédiction, tous les problèmes de combinaison de mesures, tous les problèmes de communication via l'informatique. Et le tandem, disons, avec ce relais informatique, la mathématique a envahi toutes les sciences et presque toutes les activités humaines. Homo mathematicus, moi ça me fait penser aussi à encore André Braic, qui lui parlait d'Homo tristus, qui correspond un peu à notre société actuellement. Et lui, il se lançait dans un très long plaidoyer pour devenir des Homo rigolus. Oui. Donc l'Homo rigolus devient mathematicus. Ça c'est bien André Braic, ça, mais il a raison. Il a raison. Il y a eu un temps où on considérait le fait d'être heureux comme une vertu en soi, quelque chose vers quoi il fallait tendre. Et ce problème de tristesse, qui vient pourtant avec une accumulation de technologie et de réussite, on ne s'en rend pas mieux compte que quand on voyage dans des pays démunis. Et quand vous voyez, j'ai pu être à Dakar, à Yaoundé, à Cotonou, dans d'autres endroits, si on fait un bilan de savoir s'ils sont plus ou moins joyeux que les Parisiens, je pense qu'il n'y aura pas photo et on a beaucoup de choses à apprendre de leur état d'esprit. Beaucoup trop les consommations de tranquillisants, d'antidépresseurs sont de bons exemples aussi, parce que nous avons un vrai souci à arriver simplement à être heureux. Alors il y a évidemment le fait que être déraciné, au sens biologique du terme, pose souci, que le fait d'être dans un environnement artificiel ne remplace jamais, si perfectionné que ce soit, les choses auxquelles on est biologiquement attaché. Et puis après, il y a le fait que c'est compliqué de vivre dans un monde où tout est serré, où nous sommes tous les uns sur les autres, où il y a toutes sortes de communications qui augmentent la dose de stress, où il y a une question d'emballement et de course à la performance. On peut poser la question, croissance pourquoi, par exemple? C'est quoi le but déjà à la fin? Le but à la fin, c'est d'être heureux, hein. Il faut se souvenir de ça. Alors après, tout le reste, ce sont des moyens. Et c'est important de remettre les choses à leur place. Marianne, sans transition aucune, et pour l'avant-dernière question. Oui, quel regard portez-vous sur l'essaimage des idées nouvelles, des données scientifiques dans ce qu'on appelle maintenant la société du partage? Y a-t-il des règles à respecter, des règles à inventer? Et je pense particulièrement au dilemme du cas, par exemple, de Aaron Swartz, qui avait piraté le MIT JSTOR. Et bon, finalement, il ne l'a pas diffusé, puis ça a été repiraté après, puis diffusé, et un jeune de 14 ans de Baltimore a mis au point, grâce à ça, un test de dépistage du cancer du pancréas. Comment vous vous situez par rapport à oui, Aaron Swartz, c'est le jeune qui s'est suicidé. Voilà. Ah, oui. Ouais. Oui. Les choses sont très compliquées. D'abord, il est devenu illusoire de penser qu'on peut garder les secrets. On voit que même les services de renseignement américains sont pas à l'abri, on l'a vu avec l'affaire Snowden, d'un partage énorme d'informations. On voit aussi que le secret
révélée, ça fait beaucoup plus de dégâts que si l'information avait été ouverte dès le début. Il faut, je pense, que de plus en plus dans nos sociétés, dans nos politiques, on se fasse à l'idée d'une transparence et qu'on agisse aussi en conséquence de cause. Quand on agit en se disant ça deviendra public un jour, peut-être dans quelques années, mais voilà, et en tenir compte. Je pense que du côté de la science, c'est une attitude qui est considérée comme normale, et même c'est un devoir d'échanger librement toutes les informations qui vous ont permis d'arriver aux conclusions, pour que les autres puissent se les approprier. C'est une démarche qui va à l'inverse de la démarche de la démarche du brevet, du copyright, et avec une tentation de plus en plus forte d'amener ce secret dans la sphère des idées, parce que de plus en plus de choses dépendent des idées, de plus en plus de choses dépendent des informations, et donc la tentation d'avoir des cages, d'avoir des clés, d'avoir des systèmes de protection de cette information. Cette tentation est de plus en plus forte d'un côté, tout en ayant conscience qu'elle est de plus en plus illusoire. Moi je pense que je suis de manière générale du côté des diffuseurs, tout en reconnaissant aussi que les problèmes graves de lutte contre le terrorisme mondial demandent une surveillance accrue de la part de services de sécurité. Mais je suis quand même plutôt du côté des Schwartz, des Snowden ou des autres qui diffusent. Je dirais même que c'est un peu mon devoir en tant que scientifique de promouvoir ce libre-échange des idées. Dans ce genre de débat, j'aime bien citer Thomas Jefferson, qui a écrit des pages magnifiques sur la diffusion des idées. Les idées sont faites pour être partagées, ça fait partie de ce qui les caractérise, ce fait que quand on les partage, on n'en est pas moins riche, et de ce que elles sont faites pour être échangées librement. Thomas Jefferson a en plus l'avantage que, comme c'est un des pères fondateurs des États-Unis, un Américain reste sans voix. Il n'a aucun argument à répliquer quand vous le sortez dans un débat. Alors donc là, on va aborder la toute dernière question. C'est quasi le mot de la fin. Cette émission est un très grand dialogue. Il s'est passé beaucoup de choses. On va digérer tout ça. Mais la dernière question, on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. On vit dans un monde très créatif. Comment faire pour à la fois redonner confiance aux citoyens, lui faire lâcher prise, lui faire débrider sa créativité et redonner l'espoir. Je crois que c'est un mot clé chez vous, l'espoir. L'espoir est mot-clé, la confiance est un mot encore plus clé, et les deux vont de pair, bien sûr. La créativité, c'est pas quelque chose qui se commande, et si on demande aux gens, en leur pointant un revolver sur la tempe, d'être créatif, ça n'aura pas les effets escomptés. Il s'agit de laisser en premier lieu, de laisser les gens en confiance, et la créativité, on voit bien que d'abord, ça demande, dans certains métiers, ça demande une base de compétences solides, et il ne faut pas oublier ça. En particulier, si vous voulez être un scientifique créatif, il faut commencer par bien connaître vos classiques, de la même façon qu'un pianiste, avant de se lancer dans de magnifiques improvisations, aura dû travailler ses gammes. Et donc, ne pas opposer l'enseignement des bases à la volonté créatrice, ça c'est fondamental. Ensuite, la question de la confiance en soi est fondamentale. Le système éducatif américain, qui a fourni tant de grands créatifs, en particulier dans le domaine de l'industrie digitale, son avantage majeur, deux avantages. Le premier, c'est qu'il arrive à intégrer l'immigration d'une manière considérable, du moins dans certaines limites. Et le deuxième, c'est qu'il arrive à donner confiance aux gens. Même, c'est quasiment la seule chose sur laquelle il se concentre. Répéter aux gens qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont bons, que tout ce qu'ils font est extraordinaire, et à leur insuffler ce sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ceci est quelque chose sur quoi nous devons travailler. C'est du côté de la pédagogie, plus important qu'une refonte des programmes, l'idée d'aller davantage vers l'entretien de la flamme de la confiance en soi des jeunes. Alors après, créativité, c'est pas sur commande, ça se fait par l'exemple,
ça se fait parce qu'on est plongé dans un bain créatif, ça se fait par l'entretien d'écosystèmes créatifs, ça peut être à l'échelle de la ville, ça peut être à l'échelle d'un laboratoire, ça peut être aussi dans certains projets qui vont mélanger culture et puis des créateurs d'horizons divers. Et puis, peut-être de manière importante, ça se nourrit par les expériences. Les expériences partout, le voyage, les discussions, les rencontres. Le créatif, c'est quelqu'un qui passe son temps à voir, recevoir des messages, qui a accès à l'information, qui la transforme, qui se nourrit de tout son environnement pour obtenir quelque chose qui va avec. Parce que la création, elle vient jamais ex nihilo. Elle se nourrit toujours de tout ce qu'on a pu observer, voir, ressentir, sentir. Et puis le dernier point, certainement, pour favoriser la prise de risque, il faut concomitamment accepter l'échec. Il ne faut pas croire qu'on va réussir nécessairement. Dans les métiers créatifs, c'est qu'une petite frange qui arrive à gagner sa vie là-dedans. Il ne faut pas croire que les innovateurs vont représenter une majorité des métiers. Il faut permettre à ceux qui se débrouilleront le mieux, effectivement, d'endosser ces habits-là. Et il faut accepter que dans la plupart des cas, ça ne sera pas concluant, et c'est pas grave. Et si on monte sa boîte avec un super concept et qu'elle s'écroule, rien de grave. Il faut réessayer, puis réessayer encore, et puis même si à la fin ça marche pas, on se sera bien amusé. Alors, évidemment, c'est dur, parce qu'aujourd'hui, la créativité et l'innovation, c'est un enjeu économique majeur, parce que on a bien compris que l'Europe a plus la plupart des industries lourdes, et que donc c'est sur la valeur ajoutée que la différence va se faire. Donc c'est devenu vital. Mais si on le présente comme ça, comme un phénomène vital, là, oulala, ça va paralyser tout le monde. C'est un jeu, en avant, on est bien ensemble, démarche de progrès, on veut contribuer au bien-être de l'humanité, en avant, prenons des risques tout ensemble, sans oublier notre responsabilité. Et votre prochain rêve? Je travaille en ce moment, depuis des années, sur un projet de musée mathématique qui sera implanté à quelques mètres d'ici, dans un bâtiment historique rénové pour l'occasion. Et ça sera le point de rencontre de la pédagogie avec des élèves qui viendront s'informer, des enseignants, du monde de la recherche avec tous ces chercheurs invités qui participeront à des conférences publiques, et du monde de l'entreprise, puisqu'on aura des mises en valeur, décortiquage de technologies où la mathématique joue un rôle important, l'implication d'ingénieurs et de spécialistes, de créatifs venant de ce monde. Donc industrie, plus pédagogie, plus recherche, tout ça sur quelques centaines de mètres carrés, comme un point de rencontre culturel à quelques mètres d'ici. Ça, c'est le rêve sur lequel je travaille. Je propose d'arrêter cette émission. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé ainsi ce dialogue. Merci aux équipes, aux talents conjugués de la JD Carré. Merci vraiment. Merci au Cube, merci Triple C, merci un air de chat. On se retrouve en décembre pour une émission spéciale de la Revue du Cube sur la créativité notamment et sur l'action. Et on se retrouve début 2015 avec Michel Rocard dans notre prochain Rendez-vous du Futur. Et puis il y aura Gilles Babinet et puis plein d'autres surprises. À tout de suite sur les internets du RDVF.